Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Aujourd'hui, je suis heureuse de célébrer avec vous 1 an du podcast. Alors je voulais vous remercier de me suivre dans cette belle aventure. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Sarah Allard, diplômée de psychologie positive et autrice à succès de livres sur les émotions et le bonheur. On évoque avec elle le rôle des émotions dans notre bien-être et comment nous pouvons, au quotidien, cultiver intentionnellement des émotions positives pour être plus heureux. Quand on sait qu'il nous faut en moyenne 3 fois plus d'émotions positives que de négatives, on se doit d'être créatif. Et Sarah nous donne des clés pour créer un quotidien de bien-être à travers des outils et rituels concrets qui vous donneront la banane et l'envie de dire « I feel good » en référence à son livre. Et si vous aimez ce podcast, pensez à mettre 5 étoiles et un mot doux sur Spotify et ou Apple Podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sarah. Bonjour Amira. Sarah, je suis très contente de te recevoir sur Epion Podcast parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important pour notre bien-être, vraiment une pierre angulaire, c'est le sujet des émotions dont tu es une spécialiste et je suis contente de te recevoir parce que j'ai aussi beaucoup aimé ton livre I Feel Good qui est vraiment un livre très solaire et on va en parler pendant l'échange aussi, donc merci d'être là. Merci de m'avoir invitée, toujours très heureuse de parler de ces sujets essentiels. Super. Alors pour commencer, Sarah, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour ceux et celles qui nous écoutent, te présenter et nous expliquer un peu ton parcours jusqu'aux émotions et aux émotions positives dont on va parler aujourd'hui? Oui, alors j'ai un parcours un peu atypique. En tout cas, il y a eu une reconversion, une rupture de vie à un moment, comme pour beaucoup de gens. À l'origine, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait le SCP. Ensuite, j'ai commencé ma carrière assez classiquement. J'ai pris l'autoroute dans le conseil en management chez McKinsey. C'était une expérience très riche, très intéressante. Mais assez rapidement, j'ai eu envie d'autre chose. J'ai eu envie déjà de liberté et d'entrepreneuriat. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec 4 associés. On a créé une start-up. C'était aussi une super expérience. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti beaucoup de stress. Beaucoup plus finalement que dans la vie professionnelle classique. Et donc, ça m'a invitée à, déjà dans un premier temps, à m'occuper de ce stress parce que ça devenait très bruyant dans mon corps. Il y avait beaucoup de symptômes désagréables, des vertiges, des maux de ventre permanents. Donc, c'était vraiment désagréable et mais c'est l'avantage, c'est que le corps, c'est notre GPS. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc, j'ai commencé une psychothérapie à ce moment-là et je me suis aussi beaucoup formée à la méditation pour pratiquer la méditation avec la méthode MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Et puis aussi, je me suis fait accompagner, coacher. J'ai senti qu'en fait, j'étais très désalignée. C'est pour ça que j'étais très stressée parce qu'en fait, j'étais pas du tout à ma place. Certes, c'était compliqué avec les associés, etc. Mais c'était aussi un gros désalignement parce que moi, ce qui m'intéresse depuis toujours, et d'ailleurs un jour, petite anecdote, un jour, j'ai lu un article où un entrepreneur à succès disait « Si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire de votre vie, regardez ce qu'il y a dans votre bibliothèque. » Et moi, dans ma bibliothèque, il y avait que des livres de psychologie, des livres sur le bonheur, sur le bien-être. C'était une évidence, en fait. Quand j'ai fait cet exercice, ça n'est pas forcément pour tout le monde, mais pour moi, c'était évident. Et donc, je me suis dit « Ok, donc là, en fait, je vais reprendre des études en psychologie, déjà, parce que ça me passionne. Et en parallèle, je vais me former très spécifiquement à la psychologie positive, qui est la science du bonheur, qui est une discipline extraordinaire parce qu'elle nous donne une sorte de mode d'emploi pour être plus heureux, plus épanoui au quotidien. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Et puis depuis maintenant 8 ans, je travaille exclusivement dans ce domaine-là. Donc j'ai vraiment créé mon job. Ça, c'est assez extraordinaire. Et donc c'est assez multifacette parce que j'écris des livres.
donc Sunday, Monday, Happy Days et I Feel Good chez Larousse, mais aussi j'interviens beaucoup dans les entreprises pour les accompagner sur leur programme bien-être, développer le bien-être des collaborateurs. Je fais beaucoup de conférences, d'ateliers. Et donc, j'ai la chance de faire un job absolument passionnant. Et je suis toujours aussi très heureuse. J'essaie de faire aussi beaucoup d'actions bénévoles et de répandre le plus possible ces connaissances parce que, comme me le disait un chauffeur de taxi il y a quelques jours, quand on sait beaucoup de choses, on se doit de les partager. Et je lui disais, vous avez tout à fait raison, monsieur. Donc, j'essaie vraiment de partager le plus largement possible parce que, comme tu le disais, les émotions et les émotions positives, c'est un pilier essentiel de notre bien-être, au même titre que l'alimentation, l'activité physique, etc., la respiration. Enfin voilà, s'occuper de nos émotions, c'est vital. Voilà, en gros, le parcours. Merci Sarah, tu as évoqué le terme de psychologie positive. Alors j'avais juste une question d'introduction. En quoi la psychologie positive, elle apporte un changement de paradigme en fait par rapport à la psychologie dite plus classique entre guillemets ? Le changement de paradigme, c'est vraiment que jusque-là, la psychologie... D'ailleurs, le fondateur, Martin Seligman, qui est le fondateur de la psychologie positive, qui est dans les années 70-80, il a réalisé que jusque-là, la psychologie s'était occupée quasiment que du côté obscur, entre guillemets, de l'être humain, à ses pathologies, à l'anxiété, à la dépression, à toutes les pathologies possibles, mais pas vraiment finalement à tout ce qui nous permet d'être heureux, épanouis, en bonne santé globale. Donc lui, il a vraiment eu envie de changer de paradigme et d'étudier ce qui nous permet finalement de fonctionner de façon optimale en tant qu'être humain, mais aussi en tant que groupe, en tant qu'organisation, parce que ça se diffuse à tous les niveaux. Et donc cette discipline, maintenant qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, produit des centaines d'études, enfin en tout cas dizaines à centaines d'études chaque année, qui sont passionnantes et qui à nouveau, vraiment nous donnent une sorte de mode d'emploi. Donc moi, mon but, c'est vraiment de faire le lien entre toutes ces recherches académiques qui ne sont pas forcément faciles à décrypter pour le commun des mortels et le grand public et les entreprises, etc., pour qu'on ait des outils, des clés, des pratiques concrètes pour se sentir mieux, quel que soit notre niveau de départ. C'est ce que je trouve assez extraordinaire avec la psychologie positive, c'est que ça marche aussi bien si on se sent déjà bien, voire très bien, mais ça marche aussi très bien si ça va beaucoup aider, en tout cas, si on se sent mal ou si on est anxieux, dépressif. Alors à nouveau, ça ne va pas suffire. Certainement qu'on a aussi besoin d'aller au fond des choses, hein, certainement, mais ça va être un outil qui va aider à se sentir mieux, à réduire les symptômes anxieux ou dépressifs, à peut-être éviter les rechutes. Donc ce serait dommage de s'en priver. Alors on va parler justement de ces émotions. Déjà pour commencer, je voulais te poser une question, qui peut paraître simple de prime abord, mais c'est quoi une émotion et qu'est-ce qui se joue comme changement dans le corps, comme mouvement dans le cadre d'une émotion ? Alors une émotion, c'est plein de choses en fait. C'est un concept finalement qui est à la fois simple et complexe. D'abord une émotion, effectivement il y a un ressenti. Ça c'est la partie un peu impalpable de l'émotion. Mais il y a tout un tas de choses qui sont totalement objectivables et observables dans le corps qui se passent. Donc, par exemple, si j'ai peur, il va y avoir une activation d'une zone de mon cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est le siège des émotions et notamment de la peur. Et ça, on peut le voir, hein, IRM fonctionnel. Donc, on va voir que cette zone va s'activer. Il va y avoir aussi tout un tas de réactions physiques et biochimiques dans le corps. Donc voilà, par exemple, on va se mettre à sécréter du cortisol, un certain nombre d'hormones, de l'adrénaline, etc. Et puis, il va y avoir d'autres choses comme l'expression du visage. On sait qu'en fonction des émotions, l'expression du visage va se modifier. On va avoir aussi des comportements, ou en tout cas des tendances à certains comportements. Donc peut-être je vais avoir envie de pleurer, je vais avoir envie de crier si j'ai peur, de courir, etc., etc. Donc en fait, c'est tout ça, une émotion. C'est assez finalement complexe et riche, et en même temps, si on simplifie, parce que c'est bien de voir les choses simplement, une émotion, c'est quoi ? C'est une information. C'est une information, en fait. Si on simplifie vraiment les choses, c'est ça. Quand j'ai une émotion négative, ça m'indique que j'ai un besoin qui n'est pas satisfait. Ça m'indique, c'est un peu comme un panneau stop ou attention, qui me dit attention, là, il faut faire quelque chose. J'ai besoin de faire quelque chose pour retrouver mon bien-être.
Donc, si on considère nos émotions comme ça, elles sont nos amies, puisque elles nous indiquent juste, tiens, là, il faut que tu t'arrêtes et il faut que tu fasses quelque chose pour retrouver ton bien-être. Ça aide beaucoup de voir nos émotions comme des amis plutôt que comme des ennemis. Il faut absolument que je sorte de la peur, de l'anxiété, du stress, etc. Mais qu'est-ce que ça vient me dire, en fait? Donc ça, cette vision-là, elle nous rappelle, moi, j'ai beaucoup mis l'accent sur les émotions positives et parce que ça fait partie de moi, de ce qui m'anime. Et puis, je pense que le monde en a besoin, parce que le monde est déséquilibré, je pense, du côté négatif. En France, encore plus, on est très négatif. Mais je parle aussi beaucoup dans mes livres de ce qu'on peut faire pour mieux gérer, mieux vivre nos émotions négatives. Parce que c'est aussi très important, parce qu'elles ne sont pas mauvaises. Je garde ce mot d'émotion négative, même si certains disent « Ah mais non, il ne faudrait pas les appeler comme ça ». Bon, en psychologie, on les appelle quand même comme ça. Et il faut se rappeler quand même que quand elles ont tendance à s'installer, certes, une émotion négative, si elle ne fait que passer, il n'y a aucun problème. On l'écoute, on la vit pleinement, et puis voilà, on écoute le message, et puis on la laisse passer. Le problème, c'est que bien souvent, on ne fait pas ça. On ne va pas l'écouter déjà, donc on ne va pas prendre le temps de l'écouter. Donc qu'est-ce qui se passe ? Elle va s'installer. On ne va pas prendre le temps aussi de l'exprimer souvent, et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Donc, comme on ne va pas bien la considérer, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va revenir encore et encore, et puis elle va s'installer. Elle va dire, puisqu'on ne m'écoute pas, je vais rester là durablement, et je vais bien t'embêter. Et ça, le problème, c'est que là, ça devient vraiment négatif au sens mauvais du terme, parce que petit à petit, ça peut produire tout un tas de symptômes psychosomatiques, comme j'ai pu ressentir dans ma période de début d'entrepreneuriat. Ça parle à tout le monde, et puis ça peut même se transformer en maladie, vraiment. Donc c'est un vrai sujet de s'occuper de nos émotions, et de le faire avec douceur, avec bienveillance, avec amour même, et considération. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Quand on dit émotion positive, qu'est-ce qu'on met derrière, en fin de compte ? Mais on met toutes ces émotions qui procurent des sentiments et des sensations agréables dans le corps. C'est souvent ça, finalement. Positif, négatif, c'est ça. C'est est-ce que ça procure des... C'est plus facile, en fait, de se dire là, mais quelles sont les sensations que j'ai dans mon corps ? Est-ce qu'elles sont agréables ou désagréables ? Ça, c'est plus facile à toucher du doigt. Mais finalement, on parle d'émotions qu'on connaît tous. Les émotions positives, il y en a, je crois, 10 des fondamentales, mais on les connaît tous. C'est la joie, la gratitude, la sérénité, celles-là, c'est peut-être les plus importantes, mais il y a aussi l'émerveillement, il y a aussi la fierté, la confiance, l'espoir, l'amusement, le fait de rire, etc. Donc, il y a tout un panel comme ça d'émotions, et on sait, les scientifiques ont montré qu'on avait tout intérêt à avoir un bon niveau de ce qu'on appelle d'émodiversité, c'est-à-dire de diversité dans nos émotions positives. Donc d'essayer d'aller chercher toutes ces émotions positives. C'est pour ça qu'un petit exercice que j'ai mis dans le livre I Feel Good et que j'adore, qui est assez simple, c'est l'exercice de l'interview positive. On peut s'interviewer soi-même et se dire pour chaque émotion positive, quels sont les contextes, les personnes, les activités qui me procurent ces émotions positives. Et c'est tout simple de se dire, tiens, quand est-ce que je me sens serein en fait ? Bonne question. Qu'est-ce qui fait que je me sens serein ? Quelles sont les activités, etc. Et une fois qu'on a fait toute cette liste, on va se rendre compte déjà qu'on a tout un tas de ressources à notre disposition pour se sentir bien. Et ça, c'est assez extraordinaire. On a une espèce de self-care list qui est tout le temps disponible. Et puis, ensuite, on va aussi se poser la question peut-être de nouvelles expériences que l'on pourrait faire pour avoir encore plus de bien-être et de bonheur. Et de joie et de confiance, etc. Mais en tout cas, c'est un exercice qui est vraiment intéressant et important. Donc il ne s'agit pas de neutraliser en fait les émotions négatives, il faut les accueillir, mais il s'agit de maintenir un bon ratio, si je comprends bien, entre émotions positives et émotions négatives en fait. Oui, c'est ça, en fait, exactement. C'est le ratio qui est important, c'est vraiment ce que montrent toutes les études. Et le bon ratio, c'est au moins 3 fois plus d'émotions positives que d'émotions négatives. Donc ça, c'est pas forcément facile de se dire à la fin de la journée, mais il y a des journées où on sent bien qu'on n'y est pas, que ça a été une journée de stress, de tension, il s'est passé que des choses désagréables. Donc là, il est toujours temps le soir de rectifier le tir un maximum en se disant là, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien ? Qu'est-ce qui pourrait... je vais me prendre un bain, ça c'est pour la sérénité. Je vais peut-être appeler une copine, je vais aller regarder une comédie ou un spectacle d'humoriste. On va passer un bon moment avec mon mari, je sais pas. Enfin voilà, trouver comment compenser. Alors au quotidien, évidemment, il y a des journées pourries, on en a tous. Mais au global, d'essayer d'être dans cette compensation. Et l'autre
élément qui est vraiment important et vraiment démontré scientifiquement, c'est qu'il vaut mieux rechercher la fréquence plutôt que l'intensité. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que souvent on se dit ok, il faut que je cherche des grands moments d'extase, mais ça c'est pas facile. Et puis c'est pas ça qu'on cherche en fait. Ce qu'on va chercher, c'est plutôt à multiplier les petits moments de bonheur, multiplier les petits moments où on se sent vraiment bien. Donc ça peut être même, on en reparlera des rituels, mais le journal de gratitude, quelques instants sur le soir pour ressentir de la gratitude pour tout ce qui s'est passé de positif dans ma journée. Hop, c'est un petit shot d'émotions positives. Et on va plutôt chercher à se prendre plein de petits shots comme ça dans la journée que d'avoir le moment d'extase, parce que ça, c'est pas la vraie vie. Et évidemment, il y en a des moments d'extase, heureusement, mais c'est pas ça qu'on cherche en priorité. Ok. Je voulais justement te faire réagir sur une phrase d'un professeur que je pense que tu connais bien de psychologie positive, qui est Tal Ben-Shahar, avec qui je pense tu as travaillé. Il a écrit une phrase que je trouve intéressante. Il dit « Le bonheur, ça s'apprend, il faut qu'on se donne la permission d'être humain et de ressentir des hauts comme des bas. » Et en lisant cette phrase, je me suis demandé si en fait l'enjeu, c'était quand on est dans le bas, ça permet aussi de mieux vivre et de mieux savourer le haut. Est-ce qu'il y a cette notion-là aussi qu'on retrouve ? Ah bah complètement, hein. Les émotions négatives, elles font aussi le sel de la vie. Si on n'avait pas le négatif, on n'aurait pas le positif. S'il n'y a pas la nuit, il n'y a pas le jour. Enfin, c'est vraiment... ça, je pense que c'est vraiment essentiel d'accepter ça. Et moi, ça a été un travail pour moi, parce que honnêtement, c'était compliqué. Enfin, moi, longtemps, dès que je me sentais pas bien, j'avais juste envie de vite revenir dans le bien, tout de suite. Et du coup, le réflexe que j'avais, c'est tout de suite, ok, c'est quoi la stratégie pour me sentir bien à nouveau? Et je pense qu'on est beaucoup dans ce type de fuite, un peu, schéma, ouais. Et de fuite, exactement. Surtout quand on est des tempéraments plutôt positifs, joyeux, on n'a pas envie de se laisser aller dans la négativité, mais c'est trop polarisé. Enfin, effectivement, on a besoin aussi d'écouter nos émotions. Et ça, j'ai appris à le faire, mais franchement, c'est un apprentissage, de me poser, de sentir là... Même là, encore, il y a quelques jours, par exemple, mes enfants m'ont fait... C'était compliqué. C'était une soirée... En plus, j'avais une grosse journée. Ils étaient vraiment difficiles, très fatigués aussi, énervés. Mais à un moment, j'ai senti là que la colère montait. Et avant, je me serais dit, bon, allez, reviens dans ton... Mais là, je me suis dit, cette colère, je vais aller l'écouter, là. Donc, j'ai dit à mon mari, je prends 5 minutes, je vais m'isoler et je vais aller l'écouter, là, cette colère. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Et je me suis posée, j'ai juste observer qu'est-ce qui se passait dans mon corps, qu'est-ce que je ressentais, ce sentiment-là d'oppression un petit peu, j'arrive pas à respirer, là, ils me pompent l'air, quoi. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça, et je les aime très fort, mais parfois, comme tous les parents, ils me pompent l'air, et c'est vrai. Donc, je suis allée juste observer ce qui se passait dans mon corps, les pensées qui étaient liées, et après, moi, mon réflexe maintenant, c'est je donne le micro, voilà, comme aujourd'hui j'ai le micro, je donne le micro à mon émotion, et donc, ou à cette partie de moi qui ressent de la colère ou de la tristesse ou du stress, de l'anxiété. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Et donc là, voilà, c'était le sujet, ce qui est ressorti, c'est là, tu as vraiment besoin de respirer, de prendre vraiment un temps pour toi, de souffler, etc. Et donc je me suis dit, ok, comment je peux, là ce soir ça va être compliqué, mais déjà je peux essayer de coucher un peu rapidement et puis de souffler le soir. Mais aussi dans la semaine, tiens, je vais faire telle activité, je vais aller à mon cours de yoga demain alors que je n'avais pas prévu d'y aller, etc., etc. Et ça, en fait, ça change tout. Déjà, au bout de 5 minutes, je suis redescendue. Parce que rien que de faire ça, ça redescend beaucoup plus vite que quand on résiste. Et donc, je suis redescendue et je suis aussi redescendue dans le salon et ça allait beaucoup mieux. Et j'étais beaucoup plus apaisée. Résultat, mes enfants se sont calmés aussi. C'est mon mari qui avait besoin d'aller prendre 5 minutes. Mais voilà. Mais ça, c'est un exemple vraiment de tous les jours, des émotions qu'on a tendance à réprimer, à pas écouter, à pas prendre le temps de vivre. Et c'est vraiment ce sujet sur lequel maintenant je communique beaucoup, parce que je ne veux pas parler que du positif, mais aussi de s'autoriser à ressentir ce que l'on ressent. Et ça, je pense que c'est vraiment... une clé de la guérison mentale, émotionnelle, physique, parce que et de l'apaisement au quotidien, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de diffuser largement. C'est ce qui permet en fait de switcher de manière plus pérenne vers des émotions ensuite plus positives. Parce que tu disais au début, elles ont tendance à revenir si on les écoute pas.
Exactement, exactement. Ça marche très bien. Après, effectivement, on va pouvoir revenir rapidement. En fait, si on regarde les enfants, parce qu'on dit toujours que les enfants, il faut leur apprendre à gérer leurs émotions. Mais en fait, les enfants, ils ont des très bons réflexes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils expriment à fond leurs émotions, ils les vivent à fond. Ils vont être tristes, mais alors c'est vraiment très triste. Ils vont être en colère, ils vont taper partout, ils vont hurler. Mais souvent, on dit Jean qui rit, Jean qui pleure. 2 minutes après, ou 5 minutes après, tout va bien. Ils sont revenus dans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés traverser et ils se sont autorisés quelque part. Enfin, ils ne se sont même pas posé la question. Ils ont vécu leur émotion à fond. Et nous, après, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit non, mais arrête, non, 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 sois pas triste, pleure pas, arrête de crier, etc. Donc, petit à petit, on leur empêche, on les empêche vraiment d'exprimer leurs émotions. Et nous, en tant qu'adultes, on nous a tellement empêchés qu'on ne sait plus le faire. Donc, regardons parfois les enfants, au lieu de leur apprendre plein de choses. Évidemment, il y a socialement, etc. Mais essayons aussi de ne pas complètement contraindre leurs émotions et de ne pas trop leur dire ne pleure pas. Oui, là, tu es triste. Moi, hier, ma fille a failli s'étouffer. C'était vraiment, vraiment très, très effrayant. On a tous eu super peur parce qu'on voyait qu'elle ne parlait plus, elle n'arrivait plus. Et donc, on a tous eu super peur. Heureusement, on a fait les gestes. Ça s'est bien passé très rapidement. Mais elle a eu très, très peur. Et nous aussi. Et donc, elle s'est mise à pleurer, hurler pendant longtemps. Je lui ai dit, mais c'est normal. Vas-y, pleure. Tu as besoin là de... Tu as eu très peur, en fait. Et nous aussi. Donc, tu as besoin de pleurer. Au lieu de lui dire, là, continue à manger. En plus, on était pressés, il était tard. Mais non, je me suis dit, là, juste, on la laisse vivre cette émotion. Là, sinon, ça va s'ancrer, ça va la traumatiser. Elle ne voudra plus manger parce qu'elle aura peur de s'étouffer. Donc non, on la laisse la vivre. On reconnaît cette émotion. Et ça marche pour tout. Et c'est vraiment essentiel de faire ça. Et résultat, elle a pleuré 5 minutes. Et puis ensuite, c'était oublié. Elle en a plus reparlé et c'était fini. Ouais, accepter, observer et prendre le temps de se laisser traverser par l'émotion, en fait. Ouais, exactement. Est-ce que tu penses qu'il y a, tu en parles un peu dans ton livre, une prédisposition génétique à ressentir des émotions positives? Parce que c'est vrai, on voit, il y a des personnalités qui vont être plus positives, d'autres plus mélancoliques. Est-ce qu'on a une sorte, je crois que c'est identité émotionnelle que tu utilises dans un de tes livres. Quel est le poids de cet héritage, de cette part un peu génétique? Alors, d'après les chercheurs, ce serait quand même 50%. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Mais en même temps, maintenant, avec toutes les découvertes sur l'épigénétique, on sait qu'on n'est pas condamné à vivre selon notre génome. Donc, si on adopte vraiment un lifestyle très bienfaisant, très positif, préventif, etc., on peut agir là-dessus. Et il y a plein de nouvelles découvertes là-dessus parce que, par exemple, on sait... Moi, je suis fascinée en ce moment, je m'intéresse beaucoup au microbiote parce que c'est vraiment une voie incroyable. On a étudié sur les souris que quand on échange le microbiote de souris, elle change totalement de personnalité émotionnelle. C'est-à-dire qu'une souris dite, c'est marrant parce qu'ils mettent des termes qui sont assez amusants, une souris dite intrépide va devenir une souris anxieuse si on lui met le microbiote d'une souris anxieuse, et une souris anxieuse, à l'inverse, va devenir intrépide et très audacieuse. Voilà. Et donc ça, forcément, c'est un peu plus compliqué sur l'être humain de faire des études, mais c'est en train d'arriver, d'essayer de compléter, d'avoir le bon microbiote, de prendre soin de son microbiote. Donc, en agissant sur tout un tas de facteurs, dont le microbiote, mais il y a plein d'autres choses, l'activité physique, l'alimentation, les pratiques quotidiennes, etc., on va pouvoir agir sur nos prédispositions. Encore faut-il le vouloir. Et encore faut-il... Il y a des gens qui sont très, très négatifs et ce qui peuvent devenir très, très positifs. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est possible si vraiment ils le veulent vraiment, profondément. Parce que souvent, c'est pas le cas. Donc, que montre la psychologie, et vraiment, pour moi, c'est vraiment une découverte fondamentale parce que il y a beaucoup de gens qui sont encore dans une vision très enfermante. Il est comme ça, t'es comme ça, et tu seras comme ça toute ta vie. Et ça, on l'entend beaucoup. Mais c'est pas vrai. La psychologie démontre, notamment Carol Dweck, il y a un livre qui s'appelle « Changer d'état d'esprit » qui montre vraiment qu'on peut complètement changer sa personnalité. Mais la première chose, c'est vraiment d'en avoir profondément envie. Et ça, c'est pas toujours le cas. Mais ensuite, comment on fait? Principalement, on agit comme les personnes à qui on voudrait ressembler. On essaye vraiment de devenir ces personnes. Moi, je crois beaucoup qu'on peut changer notre identité
et peut-être retrouver parfois qui on est vraiment en fait. C'est se retrouver finalement, c'est pas vraiment un changement d'identité. Donc oui, je pense qu'on peut agir là-dessus. Ce que montrent les études, donc il y a 50% qui seraient liés à la génétique et peut-être aussi un peu à notre histoire, à comment on a été élevé, aimé, etc. Il y a seulement 10% finalement de notre bien-être, notre capacité à ressentir les émotions positives qui vont dépendre de notre environnement extérieur. Et ça, c'est quand même énorme aussi parce que quand je pose des questions en conférence, je demande à votre avis, votre environnement extérieur, le lieu où vous vivez, le job que vous avez, l'argent que vous gagnez, le fait d'être marié ou pas, etc. etc. Tout ce qui est lié à la situation extérieure. C'est quel pourcentage de votre bonheur? Et les gens me répondent toujours 100%, 90%, etc. Mais non, pas du tout. En fait, c'est que 10%. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui fait que souvent, on va chercher le bonheur à l'extérieur, alors que c'est quelque chose de très intérieur, finalement. D'ailleurs, on le voit, il y a des gens qui n'ont rien, qui vivent dans des pays en guerre, qui sont mais qui ont quand même ce bonheur intérieur et qui rayonnent de bonheur. Et on se dit, waouh, mince quand même, comment il fait, quoi. Et donc, ça veut dire que... Alors, les pays en guerre, c'est encore autre chose. C'est peut-être un exemple un peu extrême, mais en tout cas, qui vivent dans des conditions vraiment précaires, etc., dans des pays où ils n'ont pas grand-chose. Ça, on le voit souvent. Donc, finalement, il nous reste les 40% qui sont quand même vraiment notre marge de manœuvre immédiate, pour le coup. La marge de manœuvre immédiate, c'est déjà énorme. C'est toutes les pratiques, les activités qu'on va faire au quotidien. C'est l'état d'esprit qu'on va choisir de cultiver. C'est tous ces petits rituels. Et donc ça peut agir très rapidement. Travailler l'épigénétique, ça c'est possible, mais ça prend du temps, évidemment, c'est pas immédiat. Les 40%, c'est l'action immédiate. C'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et ça va avoir un impact sur 40% de mon bonheur et de mes émotions. Donc l'intentionnalité, elle est quand même clé dans le fait de ressentir des émotions. Il suffit pas de vouloir, en fait. Il faut vraiment mettre en place des choses, des actions. Et c'est tout l'enjeu, je crois, de ton livre, que j'ai trouvé passionnant, de se créer une vie, en fait, ponctuée de plein d'émotions positives. Oui, c'est ça. Moi, je dis toujours, parce que parfois on me dit, mais c'est artificiel. Je dis non, c'est pas artificiel, c'est intentionnel. Effectivement, comme tu dis, ce mot, la différence est très importante. C'est comment je cultive intentionnellement les émotions positives parce qu'elles sont extrêmement bénéfiques. On a parlé de l'effet néfaste des émotions négatives quand elles s'installent, mais il y a aussi des dizaines d'études sur les effets bénéfiques des émotions positives quand elles sont fréquentes et quand on a ce bon ratio. On sait que ça a un impact extraordinaire sur notre santé, sur notre immunité, sur notre espérance de vie, sur notre sommeil, enfin sur tout un tas de paramètres, notre résistance aux maladies, etc., système immunitaire. On sait que ça va agir beaucoup évidemment, sur notre bonheur global, mais ça on s'en doutait, mais aussi sur nos relations, parce qu'on va avoir des relations beaucoup plus durables, beaucoup plus d'empathie, plus de ce sentiment d'être aimé et apprécié profondément, donc des relations beaucoup plus épanouies, et sur notre travail. Tout un tas d'études. C'est pour ça que les entreprises s'intéressent aussi à ces sujets, mais parce que quand on a des émotions positives fréquentes, on innove davantage, on est plus créatif, il y a moins de conflits, des meilleures relations au travail, on est plus performant, tout simplement, on est plus fidèle à l'entreprise aussi. Enfin bon, il y a tout un tas d'études maintenant, d'Harvard, du MIT, des études vraiment très très sérieuses qui montrent que c'est un sujet essentiel et que ça va nous aider dans beaucoup, beaucoup de domaines de notre vie. Donc, vraiment, ça vaut le coup effectivement, de ponctuer notre existence et nos journées, parce que chaque journée compte. Chaque journée, c'est un peu comme une nouvelle feuille blanche, en fait, une nouvelle page qu'on peut écrire. Et soit on se dit, oh, je serai bien, j'attends les vacances, j'ai hâte d'être en vacances, j'ai hâte d'être en week-end. Non, mais là, c'est pour ça que j'ai appelé mon premier livre Sunday, Monday, Happy Days. C'est parce que, voilà, c'est pas... ça va comme un lundi. Non, chaque jour est important. On peut pas juste réserver le bonheur je sais pas, au week-end, aux vacances, ou pire, à ceux qui disent ça ira quand je serai à la retraite. Non, c'est pas ça. Vraiment, le bonheur, ça se travaille, ça se cultive au quotidien. Et en fait, ces émotions-là, ce qui est génial, c'est que c'est pas le quand on veut, on peut, mais si on met en place, comme tu le dis, des bonnes actions, il y a de grandes chances que ça ait les bonnes conséquences. Voilà. Mais encore faut-il parfois prendre le temps, savoir ce qui peut nous aider, et puis prendre des petits temps pour chaque jour, au moins un petit temps chaque jour pour ça. Et après, on progresse au fur et à mesure.
Je lisais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, dans une étude justement qui expliquait que quand on ressent ces émotions, notre champ de conscience s'élargit en fait, et on voit plus clair, plus largement sur des choses qu'on voyait pas forcément quand on n'était pas dans cet état d'émotion positive. Oui, tout à fait, c'est vrai. En fait, on sait que les émotions, quand on est plus dans des émotions positives, on a effectivement une attention qui s'élargit, alors que les émotions négatives, elles vont nous focaliser sur les détails. Donc ça, c'est vraiment lié à la survie. L'homme préhistorique qui a peur, il faut qu'il soit attentif au moindre détail, au moindre bruissement d'une feuille qui pourrait indiquer la présence d'une menace. Enfin voilà, c'est lié à ça. Et quand cet homme préhistorique, il était dans les émotions positives, il était serein, calme, dans la joie, c'était le moment, c'est dans ces moments-là qu'il se régénère, qu'il crée, qu'il se reproduit, qu'il fait tout ça. Donc, les deux sont importants. Mais c'est vrai que d'avoir en tête que, d'ailleurs, je dis dans le livre, mais c'est une petite anecdote, mais par exemple, quand on veut faire sa comptabilité, ça peut être bien de prendre un jour pluvieux ou un moment où on est un peu de mauvaise humeur. Parce que finalement, ça va peut-être pas nous aider à sortir de la mauvaise humeur, mais au moins, on sera très précis. Si on veut être précis et avoir aucun risque d'erreur, finalement, voilà, le boxeur qui rentre sur le ring, il a intérêt à penser à quelque chose qui le met en colère juste avant. Évidemment, après, il faut qu'il sorte de cette colère, mais ça peut aussi être intéressant d'utiliser nos émotions pour ça. Alors qu'à contrario, si on veut être créatif, avoir plein d'idées, lateral thinking, etc., être vraiment très ouvert à plein de choses, on a intérêt à booster à fond les émotions positives. C'est pour ça que moi, quand j'anime des séminaires d'équipe où on veut de la créativité, etc., de toute façon, tous les séminaires d'équipe, je travaille sur les émotions positives, mais en tout cas, la créativité va être très boostée. Parfois, c'est des petites choses, juste amener des bonnes choses à manger, mettre une musique sympa qui donne une bonne ambiance. Et tout de suite, les émotions du groupe vont changer et ça va favoriser cette ouverture dont tu parles, cette créativité, etc. Donc, on peut vraiment aussi les utiliser pour ça, les émotions. Ok, donc on a retenu, on se garde les Excel pour quand il pleut, en gros. Oui, alors après, on essaye quand même Ça dépend des métiers. Ça dépend. Il y en a qui adorent Excel. Oui, c'est vrai. Ça va les mettre vraiment dans un état de joie, j'en connais. Donc tant mieux. Mais c'est un peu anecdotique, mais c'est vrai de se souvenir que ça va nous rendre très précis, très attentifs, très focus, au moindre problème. D'être dans les émotions négatives. Après, on va essayer de ne pas y rester tout le temps, dans tous les cas. C'est mieux. Et quel est l'impact de ces émotions positives sur le collectif ? Là, on a beaucoup parlé de l'individu. Ouais. Est-ce qu'il y a une contagion émotionnelle ? Est-ce que du coup, ça génère aussi un bien-être collectif ? Oui, alors la contagion émotionnelle, c'est un phénomène qui a été très étudié, qui est très intéressant parce que les émotions sont encore plus contagieuses que les plus contagieux des virus. Donc c'est à garder en tête. Les émotions négatives, malheureusement, encore plus que les positives. Mais les positives aussi sont très contagieuses, mais si on regarde vraiment à un niveau de degré. Donc la contagion, c'est un phénomène, vraiment, on l'a observé, par exemple, pendant la période Covid, on l'a observé très fortement. On se sentait tous très mal, on s'envoyait tous plein de négativité. La télé, les infos nous envoyaient une négativité incroyable. Donc, c'est important d'être conscient de ce phénomène qui se déroule en quelques millièmes de seconde, c'est-à-dire même votre conjoint rentre à la maison stressé, en un quart de seconde, il vous a même pas parlé, vous allez être contaminé. Il suffit d'avoir un contact sensoriel, visuel, par la voix, etc., avec quelqu'un pour être contaminé, si on ne s'est pas un peu préparé, parce qu'on peut essayer d'éviter d'être contaminé. Il y a des rituels de sophrologie, comme la bulle de protection. Le simple fait de se préparer et de se dire « Ah, attention, là, je risque vraiment d'être contaminé. Donc, je me prépare à cette idée-là. » Et ensuite, il y a tous les protocoles de décontamination qui existent. Mais en tout cas, d'être conscient de cette contamination, déjà, ça évite souvent d'être contaminé. Et puis, après, on peut aussi apprendre à devenir un vecteur, un agent positif. Et ça peut contaminer tout un groupe. Et ça, on le voit souvent. Parfois, il suffit d'une personne pour contaminer émotionnellement tout un groupe, dans le positif ou dans le négatif. Vous avez un dirigeant d'entreprise qui entre dans une salle, qui va faire une conférence. Selon son humeur, c'est encore plus vrai pour les personnes qui sont dans des rôles comme ça de responsabilité. Selon son humeur, l'ambiance dans la salle va complètement changer en quelques secondes.
Donc oui, c'est très intéressant de comprendre ça, de comprendre qu'on est influencés les uns par les autres, qu'on est tous très liés émotionnellement, mais que c'est pas non plus, et que c'est d'ailleurs bien parce que ça crée d'ailleurs des épisodes comme Charlie Hebdo où on était tous Charlie, ça crée aussi une unité par moment, de ressentir tous ensemble une émotion négative, c'est un peu contre l'ennemi fédérateur, hein. Finalement ça crée quelque chose de fort en termes de solidarité, de cohésion. Donc, on a tous besoin, en fait, on a besoin dans un groupe par moment d'avoir des moments comme ça, finalement, de contagion très négative. On est tous dans le négatif, mais on a aussi besoin d'avoir dans le positif. Et ça crée aussi beaucoup de liens, évidemment, quand on est tous ensemble dans une émotion positive, parce que ça amplifie, ça s'amplifie et ça prend de plus en plus d'ampleur. Tu parlais justement des émotions de Charlie Hebdo. Ça aide aussi à faire son deuil quand on est en collectif, justement, quand on ressent ça collectivement? Alors, je ne sais pas si ça aide à faire le deuil. En tout cas, si on s'autorise tous à ressentir. Pour faire le deuil, ce qui va être essentiel, c'est de s'autoriser à ressentir, de s'autoriser à exprimer. Donc, effectivement, le fait d'être en collectif, mais déjà d'avoir une personne, c'est déjà bien. Ça va faciliter, je pense, la partie expression. La partie ressentir, c'est beaucoup plus individuel. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le groupe qui va faire qu'on s'autorise à ressentir quelque chose. Mais parfois, ça peut être très puissant d'avoir tous ensemble. On voit c'est des gens qui prient tous ensemble dans une église. Ça va créer quelque chose. Le fait, ou même quand on est à un enterrement et qu'on est tous ensemble et qu'on s'autorise tous à pleurer, ça peut être intéressant pour s'autoriser à vivre parce que, en fait, on va plus contrôler. On va voir quelqu'un pleurer et du coup, on va lâcher aussi. On va s'autoriser. Enfin, c'est même pas qu'on va s'autoriser, c'est que ça va être les neurones miroirs, etc. Et la contagion émotionnelle va faire que ça va se faire. Donc oui, en fait, tu vois, finalement, après, avec tout ça, ça peut aider sur les deux aspects, de s'autoriser à vivre et d'exprimer. Donc effectivement, c'est pas un indispensable, mais ça peut aider d'être en groupe. D'ailleurs, je repense à une anecdote que tu partages dans ton livre et qui, moi, m'avait un peu scotché. Tu racontes qu'il y a un pays où il y avait une crise de fou rire géante. Alors, je ne sais plus dans quel pays c'était. Ouais, tu peux nous la re-raconter? Elle est assez sympa, je trouve. Oui, alors c'est en Inde, il y a eu comme ça, c'était assez drôle en fait. C'est parti d'écolières, d'une petite discussion d'écolières qui étaient mortes de rire en rentrant de l'école. Et elles étaient tellement mortes de rire que dès qu'elles croisaient des gens, ils se sont mis à rire aussi, de plus en plus. Et c'est devenu une vraie épidémie de rire. Mais en fait, il y a même eu des gens qui ont été hospitalisés et tout, parce que c'était à un stade vraiment... Et donc, c'est assez drôle, parce que, bon, personne n'est mort, je crois, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ne faire que rire, ça peut être quand même fatigant pour certains organismes. Mais bon, nous, c'est pas notre problème. En général, le problème, c'est vraiment que juste, on n'en a pas assez de rire. Et le rire est très contagieux. C'est pour ça que des pratiques comme le yoga du rire, c'est super sympa parce que moi, j'adore le yoga du rire. J'ai vécu des séances complètement dingues qui finissent par un fou rire collectif qui n'arrive plus à s'arrêter. Et ça, c'est génial. Et c'est vrai qu'on se dit, si on s'autorisait encore à continuer, peut-être ça pourrait durer 2-3 heures. Hein. Et ça, c'est assez extraordinaire. Parce que quand on voit quelqu'un rire, quand on voit quelqu'un d'heureux, ça nous fait du bien et ça nous met dans la même émotion. C'est vraiment, et ça, c'est lié à plein de choses, notamment au neurone miroir, ce qui fait que quand je vois quelqu'un, je vais prendre la même expression que lui. Et donc, si je prends l'expression, mon cerveau va se dire « Ah, il y a des bonnes raisons d'être heureux ou de rire, etc. » Enfin, c'est tout un mécanisme qui se passe dans notre corps, mais ça marche très bien. Et le yoga du rire, au début, le principe, c'est qu'effectivement, rien que de voir les autres rire, ça va nous faire rire. Et puis, au début, c'est un rire qui est un petit peu forcé, qui n'est pas forcément réel, mais après, ça devient un vrai rire pour la plupart des gens. Déjà, rien que par contagion émotionnelle, il suffit qu'il y en ait un qui part dans un vrai rire souvent, et du coup, tout le monde part dans ce rire aussi. Donc oui, les épidémies de rire, c'est bien, ça existe, c'est très rare, mais surtout, je trouve que c'est tellement bénéfique de remettre du rire dans nos vies. Il paraît que 10 minutes de rire, c'est égal à 30 minutes de jogging, ou je ne sais plus. Enfin, il y a des chiffres assez hallucinants sur tout l'impact bénéfique du rire, probablement parce que ça passe sur la respiration, ça masse le diaphragme, ça fait tout un tas d'effets très chouettes. Mais en tout cas, rions plus. Je donne plein de petites clés pour rire plus dans le livre, même un petit rituel de yoga du rire. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de grand-chose pour rire. On peut limite se dire, tiens, aujourd'hui, pendant que je me prépare, je vais rire.
C'est un peu bizarre, il faut prévenir les gens autour. Mais ça fait beaucoup de bien. Oui, c'est vrai, j'avais reçu Corinne Cosseron, je ne sais pas si tu la connais, qui a fondé la rigologie. Effectivement, elle me disait qu'il fallait rire au moins 10-15 minutes par jour et qu'on en était vraiment loin aujourd'hui. Ouais. Et le yoga du rire, c'est vrai. On a de la marge de progrès, c'est bon, c'est bon à savoir. On en revient à cette conclusion que quand même, être heureux soi-même, c'est quand même bénéfique au collectif. C'est pas une démarche égoïste en fait. Ah mais complètement. C'est comme dans l'avion, le masque à oxygène, on le met d'abord sur soi, c'est contre-intuitif. Souvent on a envie d'abord que les autres, que ses collègues soient plus heureux, que notre famille soit plus heureuse. Mais d'abord, reprenons la phrase de Gandhi aussi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et c'est fou, moi je le vois vraiment avec les enfants, c'est hyper marquant. Si je suis vraiment sereine, de bonne humeur, mais la soirée, ils vont être comme ça aussi. Et c'est pareil avec les collègues, c'est pareil avec mes clients. Je l'observe tout le temps. Donc effectivement, soyons d'abord le changement qu'on veut voir dans le monde. Essayons de prendre soin de notre énergie, de nos pensées, de nos émotions et d'être dans le positif souvent. Pas tout le temps, de pas se forcer à l'être tout le temps, évidemment, mais essayons d'être là-dedans, de cultiver tout ça avec tout un tas de rituels et de pratiques, ne serait-ce que de pratiquer le plus basique, le journal de gratitude, de noter à la fin de chaque journée ce pour quoi on se sent reconnaissant. Petit à petit, ça change notre état d'esprit. On peut pourquoi pas diffuser aussi ces rituels avec les autres, mais déjà, on commence par soi. Et là, on va voir que notre état d'esprit va changer et ça va se diffuser. Ça va se diffuser naturellement parce qu'il n'y a rien à faire pour que ça se diffuse. Ça se fait. Alors, bonne transition, du coup, je voulais te demander comment on choisit ces rituels, du coup, si on a envie de suivre tes conseils, comment on met ça en pratique? Comment on choisit? Par quoi on démarre? Est-ce que tu as des petits conseils comme ça pour ceux qui voudraient s'initier? Oui, alors il n'y a pas un chemin qui marche pour tout le monde. Je crois que c'est dans le développement personnel, c'est assez... on se rend tous compte, quand je parle avec plein de gens, on se rend compte qu'on a tous utilisé des voies différentes. Donc, c'est pour ça que mon premier livre, je dis même aux gens, ne le lisez pas dans l'ordre, en fait. Enfin, si vous avez envie, lisez-le dans l'ordre, mais c'est 101 expériences de psychologie positive. Ouvrez-le au hasard chaque jour et faites l'expérience. Faites-le peut-être pendant plusieurs jours. Ressentez tout ça et voyez ce qui se passe. Je pense qu'il n'y a pas un seul chemin. Un conseil quand même que je donnerais, c'est de ne pas chercher à tout changer d'un coup. Effectivement, de commencer par des rituels qui nous parlent le plus, en fonction de nos besoins du moment. De quoi j'ai besoin? C'est toujours la première question à se poser. Il y a des gens, ils vont avoir en priorité besoin de sérénité, parce qu'ils sont très stressés, très anxieux. Il y en a d'autres, ils vont avoir en priorité besoin de travailler sur l'optimisme, sur la joie de vivre, parce qu'ils sont très négatifs, très dans la sinistrose ou déprimés, etc. Donc peut-être comprendre, il y a des gens qui n'ont pas du tout confiance en eux, donc ça va être la confiance, la priorité, en fonction de moments de notre vie, de notre personnalité. Comprendre ça, c'est pour ça que dans mes livres, à chaque fois, je structure comme ça pour que les gens puissent s'orienter aussi. Et ensuite, je vais aller vers un rituel qui me parle. Je pense qu'il faut essayer de laisser parler son intuition. C'est pour ça que souvent, juste ouvrir au hasard, c'est intéressant parce que souvent, ça tombe juste. Ou alors, on se dit « Ah non, c'est vraiment pas pour moi » et au moins, on est fixé. Mais souvent, ça tombe juste. Et donc, on écoute son intuition et on fait des choses. On fait pas quelque chose si vraiment on se dit « De toute façon, j'arriverai pas à le tenir. Ça m'intéresse pas du tout. Je déteste méditer. » Bon, bah, si vraiment vous êtes persuadé, vous avez déjà essayé, la méditation, c'est pas pour vous, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Voilà, c'est important. Peut-être, si vous êtes très stressé, faites plutôt de la cohérence cardiaque ou de la respiration alternée. Trouvez un autre rituel qui peut-être sera plus actif et vous correspondra davantage. Ne renoncez pas parce qu'il y a une expérience qui est négative, qui ne fonctionne pas pour vous. Mais ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que la plupart du temps, un rituel, pour vraiment fonctionner, il faut lui laisser le temps de fonctionner. On est beaucoup dans une culture de l'immédiateté. Si vous prenez une pilule, ça agit tout de suite. Si vous buvez un verre d'alcool, tout de suite, on a ce bien-être. On cherche beaucoup de raccourcis. Mais souvent, il y a plein d'effets, malheureusement, délétères à ces raccourcis. Donc, les rituels, il faut leur laisser un petit peu le temps. Il faut se dire, OK, là, je vais essayer... je sais pas, la cohérence cardiaque ou la visualisation créatrice, un rituel que je pratique tous les jours, ça va peut-être pas marcher immédiatement, mais je vais le pratiquer pendant 1 mois, 2 mois. Dans les études, c'est toujours 8 à 12 semaines, les premières mesures. Pour voir les effets? Pour voir les premiers effets? Oui, pour durer vraiment. Donc, on se laisse le temps. On imagine qu'on est un peu scientifique et qu'on se laisse le temps et qu'après, on observe. J'aime bien l'idée de ne pas changer tout d'un coup. C'est une des clés pour changer ses habitudes. D'abord, je vais faire un premier
première chose. Ensuite, je vais mettre en place une deuxième habitude. Ensuite, tiens, je vais essayer d'aller faire un peu plus de sport, etc., etc. Et on y va très progressivement pour que ça tienne. Voilà, parce que c'est ça le but, en fait, c'est d'avoir un lifestyle positif au quotidien. Et donc, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ajoute des briques dans mon bien-être petit à petit. Et c'est ce qui fait que c'est solide et que ça tient. Et une idée importante aussi, c'est pas de se dire quand ça va mieux, parce qu'à un moment, vous allez voir, c'est magique, ça va mieux, ça va bien. Et là, parfois, ce qu'on se dit, c'est à ce moment-là, j'arrête tout, je ne fais plus rien. J'arrête mon sport, j'arrête mes méditations, ma cohérence cardiaque, etc. Et ça, ça arrive à beaucoup de gens. Et c'est un peu humain. On se dit, ça y est, c'est bon, j'ai plus besoin. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Ce qui est important, c'est de continuer à avoir des rituels. Alors, on peut faire évoluer ces rituels, se dire, j'ai peut-être plus besoin de le faire aussi souvent. Mon journal de gratitude, je vais peut-être arrêter de le faire tous les jours, mais je vais le faire une fois par semaine, etc. Mais on continue parce que c'est ça qui fait qu'on va rester dans le bien-être. Et ça, je le vois très souvent, donc je le souligne parce que je pense qu'on a ce réflexe un peu humain de c'est bon, j'arrête. Mais c'est un engagement envers soi-même, quand on veut vraiment se sentir bien, de continuer au moins une petite pratique, au moins, voilà, de continuer à prendre soin de soi, même quand ça va bien. Et est-ce qu'il faut changer ? Parce que est-ce que le corps ne s'habitue pas justement à un type de pratique ? Est-ce qu'il faut se renouveler, on va dire, nos habitudes ? Oui, c'est conseillé de se renouveler. C'est ce que j'explique effectivement, c'est que les études montrent qu'il y a quand même une lassitude qui peut s'installer. Donc on a tout à fait intérêt à se renouveler, mais se renouveler, ça ne veut pas dire forcément changer totalement de pratique. Hein. Se renouveler, ça veut dire peut-être que au lieu de faire ma cohérence cardiaque, je vais essayer un autre exercice de respiration. Au lieu de faire une méditation classique, je vais me faire guider pour d'autres types de méditation. Au lieu de faire toujours le même sport, je vais changer un petit peu, ou même juste changer de playlist, ou changer de type d'activité. Voilà, ça, pour autant, je garde mes piliers fondamentaux et je continue à prendre soin de moi d'une façon ou d'une autre. C'est ça qu'il ne faut pas changer, en fait. Après, la façon de le faire, oui, c'est conseillé de changer quand on sent qu'il y a une lassitude qui s'installe. Ça permet effectivement un renouveau, un peu de dopamine. On a besoin de nouveautés aussi, donc ça nous apporte de la dopamine, du dynamisme et l'envie de continuer. Donc c'est un peu jongler entre cette persistance et cette consistance qui va faire que ça continue à bien fonctionner et en même temps, on a effectivement besoin un peu de renouveau. Super, donc en conclusion, on se crée une hygiène bonne humeur pour booster ses émotions positives. Oui, c'est vrai que c'est notre responsabilité de le faire. Personne ne va le faire pour nous. Si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Et ça, une fois qu'on est parti de là, c'est vraiment notre responsabilité de créer cette hygiène, de se dire que chaque journée est importante, de se dire que quand je mange quelque chose, attention, en 24 heures, notre microbiote, il va évoluer. Donc, si je mange n'importe quoi pendant une journée et que le lendemain, je me sens pas bien, c'est logique, en fait. C'est normal. Et si je fais ça tous les jours, c'est normal que je me sente jamais bien. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai essayé certains probiotiques où je voyais vraiment, au bout de 15 jours, un impact sur mon humeur, sur ma résistance au stress. Il y a des choses comme ça se travaille vraiment au quotidien. Et puis, observez vraiment ce que ça fait chez vous pour pouvoir avoir votre mode d'emploi et vous dire, tiens, je sais que dans telle et telle période, créez votre petite liste de tout ce qui veut, la liste de ce qui me fait du bien. Et comme ça, quand vous ne savez pas quoi faire, ou vous êtes stressé, tendu, allez piocher dans cette liste et vous trouverez. Vous trouverez parce que vous avez pris le temps de vous poser la question. Donc oui, on cultive ça vraiment au quotidien et ça marche, en fait. Je peux vous garantir que ça marche. Je pense que ça fait un très bon mot de la fin, Sarah. C'est notre responsabilité, il faut cultiver son bien-être. Et merci beaucoup pour tout ce partage et toutes ces bonnes vibes, on va dire, de bonne humeur. Je pense que ça aidera beaucoup de monde. Donc merci Sarah d'avoir passé ce moment avec moi et avec ceux qui nous écouteront. Eh bien, merci beaucoup, avec grand plaisir. Pour finir, peut-être, où est-ce qu'on te retrouve, Sarah ? Donc, tes livres ? Oui, donc mes livres, Sunday, Monday, Happy Days et I Feel Good. Mon site sarahallard.com, où je partage mes actualités, et puis principalement sur Instagram et LinkedIn. Super. Bon, on remettra tous ces liens dans la description. Merci encore, Sarah, pour ce temps et pour tous tes partages. Merci, très belle journée. Au revoir. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.